Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers maîtres, honorables congressistes, nous avons l'honneur de vous faire cette présentation sur l'imagerie de la pathologie dégénérative du rachis lombaire. En la définissant comme étant l'ensemble des modifications dégénératives évolutives liées à l'âge et survenant sur les constituants anatomiques du rachis lombaire. C'est une pathologie multifactorielle, polymorphe, dont l'évolution lente peut être grevée de phases d'acuitisation pouvant en justifier pour une urgence. Elle est fréquente dans 80% des cas de la population générale. Elle est dominée par la pathologie discale et elle a bénéficié de l'évolution significative des techniques d'imagerie médicale, notamment l'imagerie par résonance magnétique. Le rachis est un empilement d'un ensemble de vertèbres composé essentiellement du corps vertébral et de l'arc postérieur et réuni par des moyens d'union, notamment les ligaments, les processus articulaires postérieurs, les ligaments interépineux, ligaments jaunes, ligaments supraépineux, mais également le disque intervertébral. Ce disque intervertébral est composé du noyau pulpeux qui est central, qui est gélatineux, et de l'annulus fibrosus qui est composé de 7 à 15 lamelles concentriques et composé de 2 parties, et de la plaque cartilagineuse. Il est composé essentiellement d'eau de protéoglycane et cet ensemble va assurer une mobilité rachidienne, mais également joue un rôle d'amortisseur de contraintes mécaniques dans les 3 plans de l'espace. La dégénérescence est liée à des facteurs qui sont génétiques, des facteurs mécaniques, mais également des facteurs d'altération de la nutrition cellulaire. La déshydratation du disque et la désorganisation des fibres de la structure lamellaire de l'annulus fibrosus vont entraîner une perte de hauteur, mais également un gonflement et des fissurations à travers l'annulus fibrosus, fissurations à travers lesquelles le noyau pulpeux peut migrer et entraîner des phénomènes herniaires. Ces différentes modifications sont observables en imagerie médicale. Les ligaments, comme les ligaments, notamment le ligament jaune et le ligament longitudinal postérieur, sont importants à prendre en compte du fait de leur disposition intracanalaire. Et les processus articulaires postérieurs qui représentent les éléments postérieurs du trépied de roi Camille sont également importants du fait également de leur rapport avec le canal rachidien d'une part, mais également les résuscités latérales et les trous de conjugaison. La statique rachidienne, elle est essentiellement composée sur le plan sagittal d'une lordose cervicale, d'une lordose lombaire, d'une syphose dorsale et sacrée. Et ces aspects doivent être également pris en compte dans l'exploration de la pathologie dégénérative de rachis lombaire. Attention particulière à l'inclinaison du disque L5-S1, où il faudra donc faire des incidences particulières pour pouvoir bien dégager les disques intervertébraux, les disques intervertébrales L5-S1. Ces aspects donc anatomiques vont assurer une protection suffisante du système nerveux central et du système nerveux périphérique, qui donc avec les nerfs périphériques qui émergent à travers les foramen de conjugaison et dont la souffrance est un enjeu important dans l'interprétation de nos examens d'imagerie médicale. Le rachis lombaire dégénératif va se manifester par des aspects de lombalgie, de lombocruralgie, de lomboradiculalgie, un syndrome de la queue de cheval, un syndrome de compression médulaire lente. Classiquement, la biologie est normale, sauf poussée inflammatoire. Même s'il y a une poussée inflammatoire, elle est tout à fait modérée. Ces aspects vont justifier donc une exploration en imagerie médicale, exploration dont le premier rempart, c'est la radiographie, les radiographies simples, qui se sont beaucoup améliorées avec les techniques numériques et le système EOS qui permet donc d'apprécier la statique rachidienne sur un cliché d'ensemble. Au niveau du rachis lombaire, ce sera des clichés de 2,16 de profil, des clichés centrés sur L5-S1. Et sur le plan technique, il faudra prendre la précaution de faire aborder le rayon directeur au niveau de la concavité rachidienne. Les techniques associées notamment à la myographie, la myélographie et la discographie sont actuellement exceptionnelles. La grosse limite, c'est la radiotransparence des parties molles, notamment le disque intervertébral, les structures
ligamentaire, la capsule articulaire sont de structures molles et qui ne sont pas visibles, dont l'appréciation ne peut être qu'indirecte sur les radiographies. D'où la tomodensitométrie, qui est donc le premier rempart parmi donc les examens, les techniques d'imagerie en coupe. L'examen va se faire sans injection de façon classique, sauf sur un rachis opéré avant 2 ans, il faudra injecter du produit de contraste. Dans notre pratique, l'injection de produit de contraste, elle est exceptionnelle. La technique associée, c'est le myéloscanner essentiellement, qui est tombé en désuétude du fait des performances de l'imagerie par résonance magnétique, qui est nettement supérieure à la tomodensitométrie dans l'analyse du disque, dans l'analyse des ligaments, de la moelle, des racines, mais également des espaces périmédulaires. À l'étage lombaire, ce sera donc des coupes en sagittal T1, en T2, en styre et des coupes en axial T2. Mais également, on peut le compléter par des séquences en myélo-IRM qui sont des séquences fortement pondérées T2 avec des coupes fines qu'on peut reconstruire dans les 3 plans de l'espace. Les coupes sagittales T1 permettent une bonne analyse du foramen, du trou de conjugaison, donc avec la graisse épidurale qui silhouette les structures nerveuses et vasculaires. Et les coupes axiales T2 également sont particulièrement intéressantes pour l'appréciation du ligament longitudinal postérieur avec son attache vertébrale, mais également du sac dural et la disposition harmonieuse des racines toutes en arrière et sur latéralement. La pathologie discale, le témoin direct de la pathologie discale, de l'atteinte discale, c'est la diminution de la hauteur du disque. Cette diminution pouvant être symétrique ou non, pouvant être associée à des phénomènes arthrosiques, notamment la dyscarthrose, avec l'ostéocondensation des plateaux, l'ostéophytose marginale, la présence de gaz intradiscal ou la présence de géodes. Le gros souci en radiographie, c'est la transparence radiographique. Or, on ne peut se contenter dans l'appréciation des conflits vasculo-nerveux, des conflits avec le sac dural, on ne peut se passer d'une visualisation directe des anomalies observées, d'où des anomalies. Donc ici, nous montrons sur cette radiographie le pincement discal, mais également une dyscarthrose avec la présence d'ostéocondensation et de bec de traction. D'où l'utilisation sur les techniques d'imagerie en coupe d'une sémantique particulière, donc avec un bombement discal global. Ce bombement discal global, s'il n'a pas de conséquences particulières sur la région du rétropéritoine, il peut avoir des conséquences importantes sur le canal rachidien, notamment le fourreau dural, mais également les foramen. Donc avec des compressions possibles du sac dural et des racines nerveuses au niveau des foramen. L'extrusion, le débord focal présente 2 aspects. Une extrusion du fragment discal avec cette extrusion qui est la véritable hernie avec une base d'implantation du disque plus étroite que sa hauteur, que son épaisseur en antéro-postérieur. Ici, nous montrons une base d'implantation étroite avec un développement postérieur, antéro-postérieur, donc au niveau foraminal, donc en faveur d'une hernie foraminale. La protrusion donc désigne une base d'implantation qui est beaucoup plus large que le développement antéro-postérieur du disque. Ces aspects, que ce soit une hernie discale, une protrusion ou une extrusion, donc les conséquences peuvent être les mêmes avec un conflit radiculaire. Sur le plan axial, il faudra donc apprécier la topographie exacte donc de l'atteinte discale. Cette topographie peut être médiane sur la ligne médiane, peut être paramédiane au niveau des récessus latéraux, peut être foraminale, donc on a une hernie foraminale, ou bien peut être extra-foraminale. L'appréciation également doit se faire dans le plan sagittal, mais également par rapport au ligament longitudinal postérieur qui peut être intact, mais également qui peut être percé par le processus hernière discal. Donc ici, nous montrons une hernie qui est sous-ligamentaire et ici une hernie qui est extra-ligamentaire descendante. Extra-ligamentaire avec une rupture donc du ligament longitudinal postérieur. Ici, nous montrons donc une hernie qui est encore sous-ligamentaire, mais qui exclut, donc une hernie sous-ligamentaire exclue, et ici donc également une hernie qui est extra-ligamentaire, mais qui est exclue. Ici, sur cette coupe en axial T2, nous montrons ici
le ligament longitudinal postérieur qui est tout à fait visible. Et en arrière du ligament longitudinal postérieur, on perçoit bien donc on perçoit bien la hernie discale, la hernie donc qui est donc de topographie transligamentaire. D'autres aspects également méritent d'être précisés, notamment une hernie rétromarginale antérieure. Donc, c'est une hernie intraspongieuse, mais qui siège en avant du mur, qui siège près du mur vertébral antérieur. Une hernie intraspongieuse centrale avec un aspect inflammatoire extrêmement important et une prise de contraste après injection. Et une hernie prémarginale postérieure, donc qui est une hernie prémarginale postérieure, c'est-à-dire une hernie intraspongieuse près du mur vertébral postérieur avec un fragment osseux arciforme délimitant la région postérieure du disque. Cette hernie prémarginale postérieure est une limite de l'exploration en IRM, donc il est mieux visible sur l'exploration tomodensitométrique. D'autres aspects également existent, notamment une hernie calcifiée, une hernie hypodense, une hernie dynamique qui est donc rare. Le plus important, c'est la conséquence de la hernie sur les structures nerveuses. La souffrance radiculaire doit être précisée ou bien la compression sur le fourreau dural. Donc, ces aspects en général cliniquement justifient, notamment dans le cadre des sciatiques paralysantes ou une sciatique hyperalgique, qui sont des véritables urgences à explorer obligatoirement en IRM si l'IRM est disponible. Les diagnostics différentiels des grosses racines, donc il faudra éliminer dans ce cas un fragment discal exclu, un schwannome, les autres tumeurs, la présence de kyste de Tarlov, des racines conjointes ou bien un kyste synovial zygapophysaire. La compression du fourreau dural est importante à préciser, ou bien une compression médulaire est importante à préciser. Sur la moelle, on aura un hypersignal TD médulaire et en deçà, au niveau de la queue de cheval, on a une sténose importante du fourreau dural qui est bien visible sur les séquences en myélo-IRM, comme ici nous montrons sur cette séquence en myélo-IRM une amputation importante de l'hypersignal T2 du fourreau dural. La modification des plateaux vertébraux est la conséquence des contraintes dynamiques de la dégénérescence discale. L'usure de la plaque cartilagineuse est associée parfois à une atteinte inflammatoire adjacente dite modique. Cette dégénérescence de la plaque cartilagineuse, elle est classée en 6 types, pouvant aller donc d'un type 1 qui est tout à fait normal, à un type 6 où on a une perte complète de la plaque cartilagineuse, mais également une perte complète de l'espace discal. Ce sont les types 4, 5 et 6 qui sont associés à la dégénérescence de type modique. C'est les aspects de type modique 1 qui est inflammatoire et plus difficile sur le plan du fait simplement que le diagnostic différentiel principal est la spondylodicite, car c'est une pathologie qui peut entraîner une symptomatologie douloureuse extrêmement importante appelée lumbago. Et du fait de l'aspect inflammatoire et la prise de contraste après injection, le diagnostic différentiel principal est la spondylodicite. Mais en faveur d'un modique de type 1 inflammatoire, il faudra retenir, surtout en IRM, la limite nette de l'atteinte inflammatoire en hyposignal en T1, en hyposignal en T1, hypersignal en T2. Et cette limitation nette visible sur les séquences pondérées T2, sur la séquence en diffusion, mais également après injection. Et après, sur la séquence en sagittale diffusion, on note un aspect de signe de la griffe en IRM qui a été décrit par Patel en 2014. Donc, et l'arrêt, elle est nette. C'est vraiment la limite nette qui signe surtout l'atteinte inflammatoire. En dehors, alors que dans les spondylodicites, l'atteinte elle est beaucoup plus diffuse, les limites sont nettement moins précises. Et c'est ce qui corrobore sur l'évolution de l'aspect en modique de type de graisseux. On a également une limite qui est nette des lésions en hypersignal en T1 et en T2. Et ici également une ostéosclérose pour le modique de type 3 avec une limite qui est tout à fait observable avec une ostéocondensation à limite nette. Un hyposignal T1 et T2 net des plateaux vertébraux, bien sûr associé à l'ostéophytose. En dehors du plateau vertébral, nous pouvons également avoir une arthrose zygapophysaire avec pincement, ostéocondensation, ostéophytose. Et ces aspects sont également classés en grade de gravité croissante. Il faut comprendre également que l'arthrose interapophysaire postérieure va avoir une évolution pour son propre compte avec parfois grévé de poussée inflammatoire ou on parle parfois d'arthrose active ou arthrose érosive. Donc,
Cette arthrose est classée en 4 grades, allant d'un grade 0, un aspect tout à fait normal de l'interligne interapophysaire postérieure, à un grade 3 sévère avec une perte totale de l'interligne, une ostéophytose, mais également une hypertrophie osseuse réactionnelle. Parfois, cette arthrose interapophysaire postérieure est associée à la présence de kystes articulaires en continuité avec l'articulation. Donc, bien visible également sur les reformatations, ici coronales. L'hypertrophie des ligaments jaunes est également importante à prendre en compte car entraîne une réduction importante du canal vertébral, pouvant entraîner une compression à elle seule, une compression donc du fourreau dural, surtout en cas de canal constitutionnellement étroit. La spondylose est un terme générique, quant à elle, qui accompagne les phénomènes dégénératifs avec une hypertrophie des massifs articulaires, une hypertrophie des plateaux vertébraux, mais également la présence d'ostéophytose. Ces ostéophytes sont classés en 3 types. D'une part, on a des ostéophytes de traction, donc qui sont visibles à disposition avec une tendance à un développement dans le plan axial. La présence d'ostéophytes dites en griffe. Ces ostéophytes en griffe ont une tendance parfois à un développement en hauteur et ces aspects ne doivent pas être confondus avec une ossification paradiscale que l'on peut observer dans le cadre de certaines maladies inflammatoires, notamment le rhumatisme psoriasique, et des ostéophytes en pare-choc enveloppant, bien visibles au niveau des articulaires, au niveau des processus articulaires postérieurs. Donc, ces 3 types d'ostéophytes méritent d'être connus du fait simplement que les ostéophytes en griffe donc présentent un diagnostic différentiel important. Le spondylolisthésis dégénératif par opposition à la lyse isthmique est également important parce que du fait que on a une perte on a donc une perte parfois de la une perte de la statique rachidienne, les vertèbres ne se maintiennent plus les uns par rapport aux autres de façon normale. Donc, on a une perte de la résistance vertébrale, si on peut s'exprimer ainsi, vont entraîner donc un déplacement des vertèbres les uns par rapport aux autres. Et la vertèbre de référence, c'est la vertèbre qui est sous-jacente par rapport à la vertèbre sous-jacente. Donc, on dira antélisthésis, déplacement antérieur, de la vertèbre sous-jacente par rapport à la vertèbre sous-jacente en avant, rétrolisthésis, un déplacement en arrière. Parfois, on a des latérolisthésis qui sont des déplacements latéraux. Donc, ces aspects, notamment l'antélisthésis ou la spondylolisthésis antérieure, elle est classée en 5 grades par la classification de Meyerding, allant d'un grade 1 où on a un déplacement inférieur à 25% de la surface du plateau vertébral jusqu'à un déplacement total supérieur à 100% où on parle de spondyloptose. Et ces aspects vont entraîner une compression importante du fourreau dural, mais également des racines nerveuses au niveau des foramens par phénomène de cisaillement. Les aspects dynamiques également doivent être appréciés, notamment les aspects dynamiques. On peut avoir un spondylolisthésis qui est statique, c'est-à-dire sans modification ni en flexion en extension, et des spondylolisthésis dynamiques avec un déplacement sur les clichés en dynamique, donc réalisé sur les clichés complémentaires radiographiques en dynamique, en flexion et en extension. Parfois également, on peut avoir des signes indirects qui orientent vers un aspect dynamique, notamment la présence de liquide intra-articulaire, la présence d'un kyste synovial, d'un liquide interépineux ou d'un vide intradiscal. Et l'impact chirurgical est important. Je pense qu'il est important, devant la découverte d'un spondylolisthésis, d'apprécier son caractère statique et son caractère dynamique afin de fournir aux chirurgiens des arguments pouvant justifier une fixation vertébrale, donc une arthrodèse. Les canaux étroits, le canal peut être constitutionnellement étroit, avec une visibilité anormale sur les radiographies des processus articulaires, des interlignes articulaires, une brièveté des pédicules au niveau sur les clichés de profil. Mais également, le diamètre il est inférieur à 12 mm dans ce cas on parle de canal étroit. Parfois, la surface du fourreau dural peut également être appréciée. Donc, lorsqu'elle est inférieure à 75 mm, on parle de sténose du fourreau dural. Tous ces aspects vont avoir un retentissement sur le canal vertébral, mais également sur les récessus latérales et sur les foramen, qui sont appréciés par différents grades.
avec un grade 0 où le canal vertébral est normal, le ressuscitus latéral est normal, mais également le foramen est tout à fait normal, visible sur les coupes sagittales en T2, les coupes sagittales en T1, et pouvant aller d'un grade 0 normal à un grade 3 sévère, où on a une sténose importante du fourreau dural, mais ici une sténose importante du ressuscitus latéral, et une perte complète de l'espace foraminal, donc de l'espace foraminal visible sur les coupes sagittales en T1. Tous ces aspects, il y a d'autres aspects également, d'ossification du ligament jaune, d'ostéoporose, de rachis post-opératoire également, sont également importants à apprécier. Nous dirons simplement en conclusion que l'atteinte, elle est variable, intéresse toutes les composantes du rachis et toutes les modalités d'imagerie ont leur place. Et l'IRM est également le gold standard en imagerie actuellement. Et les sténoses canalaires, les sciatiques hyperalgiques, les lombalgies communes, tous ces aspects donc méritent une attention particulière en IRM afin de pouvoir apporter une réponse significative à la thérapeutique. N'oublions pas l'apport de la radiologie interventionnelle à visée thérapeutique à visée thérapeutique comme modalité de traitement donc du rachis lombaire dégénératif. Monsieur le Président, nous en avons fini. Nous vous remercions pour votre attention. Et encore une fois, nous tenons à nous excuser du fait des conditions sécuritaires actuelles. Nous n'avons pas pu faire le déplacement. Et nous remercions également tous nos maîtres, en particulier le professeur Sohnaba et toute son équipe, mais également tout le comité d'organisation. Et nous souhaitons un excellent congrès à tous nos collègues radiologues. Merci de votre attention.